Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Ce soir, nous nous retrouvons pour une discussion libre autour de la philosophie des Stoïciens, un courant philosophique de l'Antiquité grecque et romaine. Et pour en discuter, je vais avoir le plaisir d'être accompagné de Oels, qui a gentiment accepté de me relancer dans cette réflexion plus ou moins improvisée sur la philosophie des Stoïciens. Bonsoir à tous. Yes. Alors, je vais commencer par une anecdote personnelle pour nous introduire un petit peu à des problématiques qui concerneront surtout l'éthique et la philosophie de l'esprit des stoïciens. Mais vous allez voir que les deux thématiques sont très entremêlées. Et c'est donc plutôt voilà, de philosophie morale et de philosophie de l'esprit dont on va parler ce soir autour de nos philosophes stoïciens. Alors, anecdote personnelle. Donc, aujourd'hui, en allant donner cours, en faisant cours particuliers, je me promène dans la rue. Tout allait bien, plus ou moins, ou pas d'ailleurs. Enfin, en tout cas, bon, il n'y avait pas d'événement particulier. Je me balade dans la rue. Et puis, très absorbé par mes pensées, hein, comme ça arrive souvent à nous autres philosophes, hein. On connaît une anecdote célèbre, je crois que c'est contre Thalès, peut-être bien, dans l'Antiquité, il y a une anecdote fameuse. Il a les yeux tournés vers les étoiles et pendant sa réflexion, il tombe dans un puits, provoquant le rire d'une petite servante Thrace qui se moque du philosophe déconnecté de son environnement et inattentif. Donc j'étais profondément perdu dans mes pensées, mais ça allait quand même plus ou moins relativement bien. Voilà, je marche avec mon sac dans la rue, je trace 30 minutes de marche. Quand soudain, euh, un événement se produit. Un événement qui va m'emplir, donc c'est mon moi hein, de cet après-midi, c'est quand même relativement frais dans mon esprit. Un événement se produit qui m'emplit d'une terreur extrêmement vive et soudaine. Et je reste un peu mystérieux sur la nature de cet événement, parce qu'à la limite, c'est pas encore les détails de qu'est-ce qui m'a causé cette peur qui est intéressant. Euh, Ça va nous permettre d'introduire voilà, différents thèmes, thèses et problématiques liées à la question de la philosophie morale des stoïques. Donc, événement, choc, grand élan de peur, voilà, je mets mes bras devant mon corps pour me protéger, je mets à crier un peu dans la rue. Euh, et puis en pensant à cet épisode après coup et ce qui avait déclenché ma peur, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais tiens, mais qu'est-ce que m'aurait dit un philosophe stoïcien sur cet événement, sur la façon dont il aurait fallu ou pas réagir. Euh, Je me suis posé ce genre de questions parce que, en repartant un peu plus tard, quand vous saurez la chute, je pense que vous serez un peu de mon avis. J'étais quand même un peu désappointé par la cause hein, de cette si grande frayeur qui n'était pas vraiment proportionnée ou adaptée. Donc j'avais un petit peu honte finalement a posteriori d'avoir eu aussi peur en me criant comme ça assez soudainement en pleine rue, quoi. Euh, J'avais un peu honte, mais finalement, si on réfléchit à cette réaction émotionnelle, on pourrait s'interroger sur est-ce que c'est bien raisonnable d'avoir honte, d'avoir eu peur, ou de se sentir stupide ou bête ou impuissant de sa propre peur. Parce que ce que présuppose la réaction émotionnelle de culpabilité ou de honte vis-à-vis de la peur, c'est la croyance qu'on aurait pu ne pas avoir peur, qu'on aurait pu dominer ses émotions, qu'on aurait été finalement en capacité de ne pas avoir la réaction qu'on a eue. C'est bien le présupposé, voilà, finalement ontologique hein, sur la nature du réel, qui est sous-jacent, me semble-t-il, à cette réaction d'insatisfaction vis-à-vis de nos propres réactions émotionnelles. Et si on y réfléchit bien, rien n'est moins évident que cette croyance que si j'aurais pu réagir autrement et ne pas avoir peur, ou en tout cas ne pas la manifester d'une manière aussi voyante et peu à mon avantage. Il y a plusieurs manières de ne pas croire que j'aurais vraiment pu me comporter différemment de la manière dont je me suis comporté. Il y a toute la gamme des philosophies qu'on classera dans la catégorie des philosophies déterministes, qui diraient que, eh bien, nous sommes dans un monde physique, matériel, ou pas complètement matériel d'ailleurs, mais enfin en tout cas toute la gamme des philosophies déterministes, même si c'est pas des philosophies purement matérialistes, on pourrait trouver des formes d'édétermisme religieux où Dieu contrôle tout directement, etc. Bon,
toute philosophie déterministe dira que ça n'a pas de sens, en fait, d'une certaine façon, de se culpabiliser de ses réactions émotionnelles, puisqu'elles sont la conséquence d'une chaîne de causes mécaniques auxquelles nous ne pouvons rien. Et donc, voilà, compte tenu de la personne que je suis, compte tenu de l'expérience que j'ai faite, compte tenu de mon équilibre d'humeur à cet instant-là de l'espace-temps, je n'aurais pas pu ne pas avoir peur, violemment peur, peur au point d'essayer de me protéger en criant, etc. Ça, ce serait les philosophies déterministes. Mais en fait, la classe des gens qui n'accepteraient pas vraiment l'idée que ça a un sens de dire que j'étais libre de ne pas avoir peur, ou que j'aurais pu dominer ma peur, c'est un peu plus large que ça, parce qu'on pourrait aussi y mettre, plus largement, toutes les philosophies qui accepteraient qu'il puisse y avoir dans la nature une part d'indétermination, une part de chaos, une part d'aléatoire, une part de non causal. Voilà, la philosophie par exemple des épicuriens, qui sont des matérialistes antiques, qui sont d'ailleurs les rivaux des stoïciens, entre autres écoles qui se disputent un petit peu l'opinion publique éclairée de l'Antiquité grecque et romaine. Les épicuriens, par exemple, ils admettent qu'il y a une part de hasard dans la nature, au niveau des atomes, avec la fameuse déclinaison atomique qui fait que les atomes ne sont pas complètement des choses qui vont en ligne droite de façon déterminée, hein, selon leur théorie physique. Eh bien, on pourrait, voilà, ne pas admettre que le monde est totalement déterminé, et pour autant ne toujours pas admettre que on peut dominer ses propres réactions émotionnelles, parce qu'en fait, c'est pas simplement une opposition entre déterministe et non déterministe. La vraie opposition, c'est entre les gens qui pensent que dans la psyché de l'homme ou dans l'esprit de l'homme, il y a une faculté spéciale qui permet de dominer les émotions, ou les gens qui n'admettent pas une telle faculté, indépendamment de la question de savoir s'ils adhèrent à une vision du monde qui est totalement déterministe ou pas totalement déterministe. C'est pas ça le vrai clivage. Donc il faut déjà bien poser la situation du clivage, hein. Est-ce qu'il y a en nous une puissance dans notre âme, dans notre esprit, appelez ça comme vous voulez, qui peut dominer nos propres réactions émotionnelles, ou est-ce qu'il n'y en a pas? C'est ça le fond du débat, et les stoïciens, évidemment, c'est là que j'en arrive à qu'est-ce qu'aurait pu me dire un philosophe stoïcien sur cette situation. Les philosophes stoïciens pensent que on peut dominer ses passions, on peut dominer ses propres réactions émotionnelles, que l'âme a une capacité de s'auto-contrôler, de s'auto-affecter, et c'est un petit peu ça le genre d'idée que je te donne comme défi Wells d'essayer de défendre, ou en tout cas de crédibiliser dans ce débat. Est-ce que tu arrives à suivre jusque-là? Bien sûr, alors déjà sur ce point, j'aurais aimé rebondir, Oui. parce que, tu dit quelque chose qui est une critique, qu'on fait assez régulièrement, dans le stoïcisme, hein, qui est, la critique de entre guillemets «de l'absence présupposée d'émotions» et même, finalement, est-ce que, ça serait raisonnable d'essayer de réprimer des émotions? Est-ce que même, tu l'as souligné, est-ce qu'on en serait capable? Heu, alors dans la doctrine stoïcienne, on distingue déjà, 2 choses, donc je vais essayer de faire l'accent grec, pardonnez-moi si ce n'est pas, exact. Le paathé, qui est la passion irrationnelle et le patheiai qui sont donc les émotions, rationnelles. Donc je vais pas redire les mots grecs, je parlerai donc de Mhm. passion irrationnelle et d'émotions rationnelles. Mhm. Donc effectivement, toutes les passions irrationnelles, ça va être les émotions qui vont troubler notre jugement et cetera, et c'est ce qu'on va effectivement essayer de limiter, et par la suite, il y aura donc ce qu'on appelle les émotions rationnelles, c'est-à-dire celles, qu'on est libre d'accepter dans une certaine mesure. Ça peut être la joie, la bienveillance, enfin, des émotions positives qu'on va accepter. On ne dit pas qu'on ne peut pas ressentir d'émotions, on ne dit pas, par exemple, que dans l'événement qui t'a fait peur, tu étais, libre de ne pas avoir peur. C'est un peu plus subtil que ça. On dit que ce qui dépend de toi, ce n'est pas, la façon que tu as de vivre l'émotion, mais la façon dont tu as de la gérer. C'est-à-dire, après, une fois que j'ai peur, qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? Et c'est là que le stoïcisme, en fait, dit qu'on a le choix. Il y a une liberté dans le stoïcisme, c'est vrai, mais c'est pas une liberté, qui présuppose qu'on serait indépendant de toute cause. C'est une liberté, d'ailleurs le déterminisme est pleinement admis, hein, dans le stoïcisme, hein, ce qu'on appelle le fatum stoicium. C'est un peu l'idée que, heu, qu'en fait il y a un destin, une sorte d'ordre cosmologique qui régirait toute chose. Donc on c'est pleinement admis qu'il y a des choses, comme, la peur qui t'est arrivée qui ne dépendent pas de toi, et on ne te demande pas de réprimer, la peur qui ne
dépend d'un événement inattendu, ça serait, heu, ça serait hors de propos. On interroge juste la personne sur est-ce qu'elle aurait pu agir a posteriori par rapport à cette émotion et ne pas laisser, entre guillemets «la peur l'envahir». C'est-à-dire que l'émotion, dès qu'elle arrive, on l'analyse, on l'accepte telle qu'elle est et on agit ensuite en conséquence sans se laisser, sans s'abandonner aux émotions. Ouais, c'est un peu le je sais pas si ça répond un peu à ce que tu disais, si ça répondait un peu à la question sous-jacente ou pas du tout? Oui, alors je vais pas traiter de façon exhaustive de la doctrine des stoïciens dans tous ses aspects ontologiques, métaphysiques, etc. Donc oui, effectivement, dans le stoïcisme, pour le dire brièvement, on a une philosophie de la nature, les humains sont dans la nature, et ce monde est régi finalement par une certaine rationalité, hein, le logos, hein, qui est une notion empruntée à Platon et à Héraclite avant Platon. Il y a toute une tradition rationaliste. Les stoïciens pensent que l'univers est un cosmos, un tout ordonné et cohérent, qu'il est régi donc par une forme de rationalité ou d'intelligence, dont on pourrait discuter le degré de personnalisation ou de caractère voilà, tout à fait impersonnel de cette espèce d'intelligence qui régit toute la réalité. Mais bon, en tout cas, c'est un monde qui est ordonné, c'est un monde qui est bien fait, c'est un monde où l'intelligence humaine retrouve dans les choses quelque chose qui lui est commun, qui fait que le monde est compréhensible, il est ordonné, il y a des causes, il y a des causes et des effets, etc. Je ne pense pas que ce soit exactement comme chez Aristote, également une doctrine qui pousserait le rationalisme jusqu'à un finalisme, c'est-à-dire que l'idée que non seulement les choses ont des causes antécédentes, des causes qui poussent les événements à se produire, du style la boule A frappe la boule B, ça génère un mouvement, etc. Ça, c'est des causes antécédentes. Est-ce que les stoïciens admettraient aussi des causes finales, c'est-à-dire une sorte d'attraction des choses vers une destination, une finalité qu'elles doivent accomplir, hein. Chez Aristote, par exemple, on ne dira pas simplement qu'un arbre, que la graine d'un arbre devient un arbre à cause des causes antécédentes qui la poussent à cette transformation du style elle est dans une terre avec de l'eau et de la température qui produisent des réactions chimiques qui font que, etc. Dans l'aristotélisme, il y a l'idée que la graine est en puissance un arbre et qu'elle cherche à réaliser cette potentialité de devenir un arbre. Donc, les choses sont aussi expliquées en termes de cause finale, en termes d'attraction vers une forme de perfection qu'elle chercherait à réaliser d'elle-même. Je ne sais pas si les stoïciens auraient ce finalisme-là, peut-être pas. Sans doute, ils l'auraient pas forcément au niveau des choses particulières. Voilà, telle ou telle chose va vers sa destination particulière. Mais j'ai un peu l'impression qu'ils ont la croyance que le monde dans son ensemble, il a quand même quelque chose comme une cause finale. C'est-à-dire que le monde est régi par une forme de providence. Il évolue vers une sorte de but global mystérieux. Bon, je pense qu'il y a un peu de ça quand même dans la croyance stoïcienne à la providence, et que providence dans le stoïcisme, c'est pas un pur et simple équivalent de ordre rationnel du monde slash déterminisme. Ça va un peu au-delà de ça dans le sens de quelque chose comme une cosmogonie ou comme un accomplissement de la nature ou comme presque une philosophie de l'histoire finalement, hein. Il y a une sorte de grand but que l'univers cherche à atteindre, un univers qui est pensé comme étant régi par une intelligence, avec les problèmes d'anthropomorphisme et de finalisme que ça peut poser, parce que si c'est une intelligence vraiment analogue à une intelligence humaine, alors elle est capable de se donner des buts, de les rechercher, de les viser. Donc voilà, c'est là où je dirais que la caractérisation de matérialisme vis-à-vis du stoïcisme est peut-être erronée, entre autres raisons d'ailleurs. Mais bref, c'est pas tellement de ça dont il faudrait parler, on faudrait vraiment se concentrer sur la philosophie de l'esprit et est-ce qu'on est capable de dominer la situation et ses passions ou pas. Alors tu as dit que on pouvait pas détruire à son principe même la réaction émotionnelle, donc si quelque chose me fait peur, je peux pas ne pas ressentir de la peur face à cette situation. Euh, C'est ça, en fait, dans l'absolu, dire que on aimerait, arriver à rester, en toute quiétude en permanence, mais dans la réalité des faits, c'est beaucoup plus compliqué et en tout cas, je parle en tant
que adepte du stoïcisme et j'ai pas non plus, comme toi peut-être étudié autant le stoïcisme, mais d'après la réception, de ce que j'en ai lu, Mmh. des livres et des articles que j'ai pu, lire sur le stoïcisme tout au long des années où je me suis mis en contact avec cette doctrine-là, c'est vraiment l'idée qu'on peut accepter, des émotions. On met quand même l'accent sur comment on réagit à ces émotions, plus qu'à, la primo-réception de l'émotion elle-même. Bah écoute, j'essaie d'y réfléchir en même temps et puis j'essaie de faire avancer un petit peu mon propos. Bien Donc, sûr, moi, j'ai quand même beaucoup lu hein, cette idée qu'il y a une autodétermination de la conscience ou de l'âme par elle-même. Hein. Tu m'as dit qu'il n'y d'accord. avait pas, il y avait pas de négation des causes extérieures qui influencent l'âme. J'ai pas vraiment bien lu à quel point il y avait communication entre le corps et l'esprit pour aller vite dans la perspective stoïcienne. Mais en tout cas, l'âme, ou plus exactement ce que les stoïciens ils appellent la pneuma, donc le principe voilà, qui vient euh, former un être vivant complet en lui conférant une capacité voilà, à conserver sa forme, Ouais. à conserver son être, et dans le cas des êtres vivants, à conserver leur personnalité, leur volonté, etc. Ce principe-là, donc la pneuma, c'est un principe qui est corporel, c'est donc pas un immatérialisme. L'âme, ou en tout cas l'esprit, n'est pas quelque chose d'immatériel dans la perspective des stoïciens. Cependant, c'est quand même, quand bien même ils disent que c'est un corps, donc un élément physique, c'est un élément physique qui est quand même assez particulier parce que il a les caractéristiques, on va dire, hiérarchiquement un peu éminentes par rapport au reste de la matière. Donc le C'est pneuma, l'air et le feu, c'est ça, voilà, ouais. c'est un souffle, c'est toute la métaphore du souffle pour expliquer le principe vital, Mmh. où l'âme est très ancienne, ça remonte à Homère et ça remonte même encore plus loin dans les traditions indo-européennes. Donc on explique l'âme effectivement comme étant une sorte de souffle qui vient animer un corps qui sans elle ne serait pas vraiment vivant et vraiment actif. Euh, donc cet élément, la pneuma, elle joue un rôle actif en maintenant l'être dans sa forme, en le rendant possible voilà, d'être un être vraiment individuel, vraiment vivant, vraiment capable de tout ce qu'on lui connaît. La pneuma, elle informe ou elle rend active ou elle est le principe actif dans une entité, dans un individu, dans un être vivant. C'est ça qui met en mouvement une matière qui elle est pensée comme passive. Donc la matière chez les stoïciens, comme chez Aristote, comme chez Platon, comme chez pas mal de philosophies beaucoup plus spiritualistes que les stoïciens eux-mêmes, la matière c'est considéré comme quelque chose d'inerte. Hein. C'est vraiment le caillou qui bouge pas en soi. Quoi. C'est ça le corps hein, ou la Mmh. matière. Donc il y a une forme quand même de hiérarchie, hein, même si je comprends bien que c'est un naturalisme et que tout ça se situe sur un plan d'immanence, hein, comme dirait l'autre. Il n'y a pas de rupture ontologique, il n'y a pas le spirituel et le matériel. Mais il y a quelque chose qui s'en rapproche quand même un petit peu, puisqu'au sein de la nature, il y a des éléments hiérarchisés. Il y a le pôle actif qui est du côté de la pneuma, le pôle aérien, dirait-on, et puis il y a le pôle inactif de la matière qui vient être mis en mouvement. Donc l'âme, elle est en capacité de mettre en mouvement le corps, hein, et puis elle est en capacité de s'auto-affecter. Il y a une autodétermination de l'âme par elle-même. Donc on voit, hein, j'ai bien essayé d'être assez subtil pour montrer à la fois la proximité et la distance que pourrait avoir cette doctrine par rapport à des choses vraiment spiritualistes, style la philosophie de Platon ou les philosophies qui s'en inspirent dans les traditions chrétiennes ou religieuses, où là c'est encore plus séparé avec toujours cette hiérarchisation entre ce qui est spirituel et ce qui est matériel. C'est pas exactement ce type-là de distinction qu'a fait les stoïciens, mais il y a quand même quelque chose d'un dualisme qui se maintient dans leur philosophie de la nature. Euh, donc, l'âme, elle a une capacité de s'auto-affecter, et tout le centre de l'éthique stoïcienne, c'est de prôner la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Alors, je vais pas étudier avec tous les détails nécessaires les significations qu'ils donnent à ces expressions. Donc peut-être que je vais inventer ou broder sur des choses que les stoïciens ne me disent pas. Tu me corrigeras peut-être si tu le peux. Mais qu'est-ce qui dépend pas de moi dans l'expérience que j'ai en traversant la rue et en étant subi à un choc, un événement qui m'effraie? Bah, ne dépend Mmh. pas de moi ma perception sensorielle de l'élément qui m'a effrayé,
Donc je vais peut-être rentrer dans les détails, mais je fais exprès de pas le dire tout de suite parce que vous allez voir à quel point c'est trivial et vous allez voir à quel point on pourrait faire des comparaisons avec d'autres expériences de peur qui mettent en question justement cette capacité de l'âme à rester impassible en maîtrisant la situation. Ça dépend pas de moi, ça peut être mes perceptions sensorielles, c'est-à-dire que le fait que je vois des couleurs, le fait que j'ai chaud, que j'ai froid, le fait qu'il m'arrive des choses finalement, je peux pas le contrôler. Tout le principe du stoïcisme, c'est l'affirmation qu'on a une capacité à faire quelque chose ou à dominer ce qui nous arrive. Et alors, ce qui nous arrive, c'est des sensations, c'est des événements, pourrait-on dire. Je ne choisis pas d'être jeune ou vieux, au sens où il y a un vieillissement biologique qui est inévitable. Je choisis pas le jour de ma mort. Je choisis pas ma langue. Je choisis pas. Encore qu'on pourra en discuter parce qu'on peut apprendre des langues étrangères, mais en tout cas, je ne choisis pas une certaine partie de ma socialisation, de ma culture. Ce qui ne dépend pas de moi, ça peut être des rencontres, des hasards, hein, enfin des hasards. Si tout est déterminé, il n'y a pas vraiment de hasard, mais en tout cas des rencontres, d'événements. Donc là, le fait que quelque chose m'arrive dans la rue, bon bah, c'est un fait du monde, ça serait de l'ordre du fatum, justement, du destin, de la nécessité ou de la providence. Donc ça, je ne le contrôle pas. Ce sur quoi insiste l'éthique des stoïciens, c'est la réaction que je peux avoir face à ces événements, face à ces passions, face à ces chocs émotionnels. Là, il y a l'affirmation d'une liberté de principe qui est fondamentale, qui est radicale, qui permettrait de dominer la situation. Et alors, plusieurs problèmes par rapport à ça. Moi, j'ai tendance à penser que, si, je suis pas certain qu'on puisse jamais trancher la question du libre arbitre ou de son inexistence, mais si j'essaie de faire un pas vers les gens qui soutiennent qu'on a un libre arbitre, parce que pour le coup, les stoïciens estiment qu'on a un libre arbitre, ils n'utilisent pas cette terminologie, mais l'idée est là, hein, cette idée que l'homme est un être de raison, que la raison c'est quelque chose au-delà du corps, hein, au-delà du corps au sens de la matérialité du corps, quelque chose qui gouverne l'intériorité, quelque chose qui est en position de piloter un petit peu l'existence. Euh, les stoïciens, disais-je, donc ils n'utilisent pas la terminologie du libre arbitre parce qu'elle a été introduite celle-là quelques siècles après avec saint Augustin dans son traité du libre arbitre. Saint Augustin, lui, il n'invente pas le libre arbitre pour résoudre un quelconque problème de morale ou de philosophie de l'esprit, mais pour des raisons de théologie et de résolution du problème du mal. Cependant, évidemment, saint Augustin appartient à la fin de la culture romaine antique, donc il a des connaissances sur les philosophies gréco-romaines de l'Antiquité, le platonisme, l'aristotélisme ou le stoïcisme. Donc la question du lien entre les stoïciens et la récupération, la réinvention chrétienne du libre arbitre avec l'augustinisme est un sujet que je ne pourrais pas traiter, mais voilà, c'est dans ces eaux-là que l'idée de libre arbitre apparaît finalement dans notre culture occidentale dans les premiers siècles de notre ère. Les stoïciens, donc, ils introduisent cette idée-là, même s'il n'y a pas le mot, il y a l'idée, avant Saint-Augustin. Hein. J'ai pas lu dans mes nombreuses lectures sur l'histoire de la philosophie antique qu'il y ait vraiment d'autres auteurs dont on estime que c'est déjà une théorie du libre arbitre, et c'est notoirement au minimum controversé, au pire invalidé, de dire qu'il y a une théorie du libre arbitre dans Aristote. Hein. N'en déplaise aux chrétiens qui essaient de rendre tout cohérent, puisqu'il y a une récupération catholique médiévale, et autres d'ailleurs, de l'aristotélisme. Bon. Donc on pourrait être maître de nos passions en réagissant par rapport à elles, en ayant une capacité de choix. Qu'est-ce qui permet de crédibiliser cette expérience ou qui permet de décrédibiliser cette expérience? Moi j'ai l'impression, et c'est peut-être là où le problème est indécidable, que oui, il y a certains moments, quand tout va bien, quand on fait des délibérations particulièrement, hein, on pèse le pour et le contre avec beaucoup d'attention et de calme, on peut avoir le sentiment intérieur que la situation est entre nos mains et qu'on a totalement le choix. Là, par exemple, je suis relativement calme et relativement concentré. Je peux avoir l'impression que quand je prends ma bouteille d'eau, c'est totalement un choix et que je ne suis pas soumis à des causes ou que je ne suis pas privé d'une liberté d'en décider. Mais ça, c'est un certain type de sentiment dont on peut faire l'expérience psychologique. Finalement, ça prouve pas grand-chose. Ça prouve pas grand-chose. Alors, je vais pas refaire toute la critique du libre arbitre ce soir, mais ça prouve pas grand-chose parce que il y a des théories hostiles au libre arbitre qui prétendent expliquer ce sentiment d'absence de contraintes ou de déterminisme par l'ignorance des causes. C'est le fameux argument notamment de Spinoza. Hein. Si on savait ce qui nous détermine, on n'aurait pas la même perception de notre expérience et on ne vivrait pas
notre expérience comme étant marquée par de la liberté. Donc le sentiment de la liberté pourrait n'être qu'une illusion. Et puis ça c'est un type d'argument qui est tout à fait intéressant, on trouve chez Spinoza contre le libre arbitre, mais on pourrait opposer finalement à cette espèce d'évidence du sentiment de la liberté qu'on peut avoir dans certaines expériences, des expériences psychologiques où on a plutôt l'impression contraire. Et ça, je suis un petit peu étonné de ne pas le voir plus développé dans la littérature qui traite de la question, parce que les auteurs qui sont pro-libre arbitre, très souvent, leur seul argument, si tant est que ce soit un argument, c'est de dire qu'ils se sentent libres. Descartes il nous explique qu'ils se sont libres, Rousseau il nous explique qu'ils se sont libres, Bergson nous dit que quand on examine son fort intérieur, on sent qu'on est libre. Donc c'est une sorte d'appel à l'expérience intérieure ou à l'expérience personnelle. C'est pas très très fort comme argument quand même. Hein. C'est vrai parce que je le ressens, c'est quand même une capacité argumentative un peu limitée. Hein. Et surtout, si on reste sur ce terrain-là finalement de l'expérience intérieure ou psychologique, ben, on pourrait objecter, et ça je ne le vois pas assez souvent, je trouve, dans la littérature sur le sujet, donc je trouve qu'il faut un peu le mettre en avant, on pourrait objecter des situations où on a des expériences où on sent, on contrôle pas du tout ce qui se passe. Enfin moi, en tout cas, ça doit m'arriver suffisamment souvent pour que cette histoire de libre arbitre m'a toujours paru incroyable. Au sens croyable, enfin impossible à croire. Mmh. Quoi comme expérience par exemple? Bah, le moment où par exemple on arrive à qu'est-ce qui m'est vraiment arrivé. En fait, je marche dans la rue, je suis très concentré dans mes pensées, et paf! Il y a un gros chien qui est là dans la voiture d'à côté et qui commence à aboyer violemment vers moi. Bah, moi, quand je me jette de côté pour me protéger en criant, après coup, je peux me dire putain, j'ai mal réagi, mais en fait, sur le moment, qu'est-ce que ça peut avoir comme sens de me dire que je contrôle la situation et qu'un autre choix était possible? J'ai pas du tout ce ressenti subjectif d'une situation où j'avais le choix, où il y a une délibération qui était amorcée ou ne serait-ce que amorçable. J'ai le sentiment d'une série de réactions extrêmement vives où je contrôle rien du tout. Et c'est un exemple parmi d'autres. Moi, ce que j'aime bien donner comme exemple aussi sur l'absence de contrôle qu'on a de nous-mêmes, c'est les pensées spontanées. Tous les jours, il nous arrive de penser à des choses dont on n'avait pas le pressentiment une fraction de seconde avant. Tout à l'heure, quand j'ai dit avant de démarrer la vidéo, tiens, je vais aller éteindre la machine à côté qui tourne, une fraction de seconde avant, je ne le savais pas que j'allais dire cette phrase. Et ainsi de suite. Il y a des pensées qui nous viennent spontanément, parfois dans des moments les plus embarrassants, les plus nuls. On n'a pas envie de penser à ça à tel moment, etc. Voilà, il y a toutes sortes d'expériences intérieures qui, moi, personnellement, me parlent beaucoup et me semblent assez fréquentes dans la vie psychique, où on n'a pas du tout le sentiment qu'on contrôle ce qui se passe. Il se passe des trucs qui nous tombent dessus. Tu vois? Mmh. Alors, du coup, par rapport à ça, déjà, je suis entièrement d'accord, avec ce que tu disais et je pense que même les stoïciens seraient d'accord avec, ce que tu disais. Notamment, Épictète qui, bah, déjà lui, ne défendait pas, le principe de liberté comme étant, bah, le fait qu'on puisse faire ce qu'on veut et c'est un peu ce que je disais, au début de notre échange, c'est-à-dire que, je le revois dans mes notes, mais que la liberté, au sens stoïcien, c'est d'agir conformément à la raison, mais ça n'induit pas qu'on est indépendant de toute cause. Donc par exemple, effectivement, quand tu dis, que, ça te semble, particulier, de penser qu'on puisse avoir le choix en tout temps et tout lieu, je partage, je pense, le même, je partage le même sentiment et je pense que les auditeurs, aussi partagent ce sentiment-là. C'est-à-dire qu'on n'est jamais, réellement libre de toute chose. On est il y a des forces, un certain, pardon, déterminisme qui structure, nos expériences et le déroulement de nos vies et il serait illusoire de penser y échapper. Encore une fois, les stoïciens sont quand même très pragmatiques, hein. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer, de s'attacher à ce qu'on ne peut pas changer et donc si on considère qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, comme par exemple le fait que tu aies eu peur dans cet événement quand tu as vu le chien, c'est bien qu'on considère dans le stoïcisme, qu'il n'y a pas, d'incompatibilité entre la liberté relative, heu qui réside dans notre jugement, en fait, dans le jugement qu'on fait sur les choses qui nous arrivent. C'est la fameuse phrase, «Ce qui, nous trouble, ce ne sont pas les choses, mais la façon dont on prend les choses». À peu de mots près, c'est à peu près Mmh. ça. Oui. Hem
Il y a déjà cette idée que non, on ne peut pas être, maître de tout et donc c'est pour ça que cette critique-là du stoïcisme qu'on entend assez régulièrement, eh bien, on pourrait entre guillemets «la réfuter» ici en tant que stoïcien. C'est-à-dire on considère que non, effectivement on n'est pas libre, de manière totale, mais on est quand même libre de on est quand même libre de choisir le jugement qu'on porte sur ce qui nous arrive. Par exemple, heu, après coup, après, ton expérience malheureuse, quand tu as rencontré ce chien, qui devait être assez massif, et qui a aboyé pour Non, lui, qui il t'a était fait sursauter. petit et dans l'absolu, après coup, je me suis dit: «Putain, c'est vraiment, 10 fois plus petit que moi». C'est juste que moi, je m'y attendais pas du tout et qu'il s'est retrouvé, Oui, c'est la surprise. eh oui et OK. puis la violence, Ah, c'est-à-dire mais que je c'est passais d'une surprenant, situation hein. où la rue était super silencieuse, tout était calme et là, paf, des aboiements soudains près de moi. Bon, Bien sûr, c'est désagréable, hein. Les chiens, les meilleurs amis de l'homme, on ne les répétera jamais assez. Mais sauf quand ils aboient, quoi. Et donc effectivement, c'est un événement inattendu, qui crée la surprise, qui crée, une émotion forte et hem et ça, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. alors C'est quelque qu'est-ce qu'on chose qu'on contrôle? accepte Qu'est-ce qu'on et contrôle et cette du fois? coup, j'en viens à qu'est-ce qu'on contrôle? Eh bien, on contrôle le jugement qu'on porte sur ce qui nous est arrivé. Par exemple, tu avais le choix entre te dire: «Ah, merde, j'aurais jamais dû ressentir de la honte» et cetera, c'est ce que tu la réflexion que tu fais aujourd'hui, c'est enfin que tu fais ce soir, c'est-à-dire tu dis: «Mais Mmh. c'est ridicule d'avoir honte de quelque chose que je n'ai pas contrôlé». Ça, c'est par exemple une possibilité, mais tu as aussi la possibilité de t'auto-flageller, de dire: «Ah mais qu'est-ce que je suis stupide, Je dirais que je j'ai me suis exercé mis dans ces tous 2 mes états», possibilités successivement. C'est-à-dire que d'abord, je me suis dit que c'était une réaction, bien sûr. honteuse et ridicule. Puis je me suis dit, mais je me suis pas dit que j'aurais pu, enfin, je me suis pas dit que je dois pas juger ça comme ça. Je me suis dit, est-ce que ça a un sens de juger ça comme ça? Enfin, j'ai questionné philosophiquement mon expérience, en fait. C'est ça J'ai et pas ça conclu ce que tu l'inverse. dis, c'est et ça, c'est précisément quelque chose de très important ce que tu viens de dire, Helebron, c'est que tu as utilisé ta raison pour analyser la situation et on remarque que l'utilisation donc de notre logos, de notre raison, ça intervient rarement dans l'émotion où nous sommes troublés émotionnellement. C'est toujours après coup que on a la quiétude, la tranquillité d'esprit et là, je te rejoins aussi sur le fait que tu disais que quand tu étais dans un environnement calme, tu avais l'impression que tu étais plus maître de ce que tu faisais. Ce n'est pas qu'une impression, tu es réellement plus en maîtrise de ce que tu fais parce que ton esprit est apaisé et donc tu peux prendre les meilleures décisions en utilisant donc ta raison. Alors que quand tu es troublé par une émotion forte, c'est là où effectivement on a du mal à raisonner rationnellement et on peut parfois, faire des jugements sur nos actions, comme, le jugement que tu as fait, suite à l'action que tu as subie, qui était de te une autoflagellation, toute relative, mais, «Oh, pourquoi je me suis mis dans cet état? C'est ridicule» et a posteriori, tu t'es dit: «Bah, non, en fait, il y a pas de raison, que je ne ressente pas, heu, que cette émotion-là, je ne pouvais pas la contrôler. Il n'y a pas de raison que j'ai honte d'avoir ressenti cette émotion» et tu as tout à fait raison et je pense que toute personne, saine d'esprit te rejoindrait là-dessus. Mais c'est quelque chose que tu as pu faire justement parce que tu avais de la quiétude d'esprit, parce que tu n'étais plus troublé par les choses. Et c'est là où c'est important, et là je fais un peu la promotion du stoïcisme pour ceux qui nous écoutent. C'est là où c'est important d'être stoïcien à mon sens, puisque ça nous permet d'accepter les choses et donc pas de on les accepte, on ne se résigne pas. On accepte les choses telles qu'elles nous arrivent et ça nous permet d'être moins troublés par ces dernières et d'agir de la manière la plus rationnelle possible pour, bah, tout simplement bien agir. Parce que si on n'accepte pas la réalité telle qu'elle est, eh bien, on agit mal. Donc toujours important de différencier, l'acceptation des choses et la résignation. Souvent, j'entends aussi que le stoïcisme est une philosophie de l'inaction, alors qu'on voit qu'au contraire, c'est une philosophie qui nous encourage, à être dans l'action, justement en prenant acte des choses qui nous arrivent, essayer de s'en détacher émotionnellement pour réagir de la manière la plus logique possible. Merci. Moi, je ne suis pas tout à fait convaincu que ce que tu défends soit vraiment le stoïcisme. Je suis d'accord que on reconnaît dans ce que tu dis l'aspect déterministe que pourrait avoir cette doctrine. Et d'ailleurs, je vais la comparer pour bien faire ressortir ce dont je parle avec, par exemple, celle de Spinoza. Là, pour le coup, on a affaire à une doctrine qui est tout à fait déterministe. Personne n'aura de doute là-dessus.
qui est pas du tout justement cette doctrine des stoïciens centrée sur la volonté et l'exercice de liberté de la volonté. Euh, un spinozien, un déterministe quelconque, quelle que soit son école ou son obédience, un déterministe religieux ou n'importe quelle variante possible, pourrait dire ce que tu as dit, c'est-à-dire une fois que les événements ont eu lieu, il ne convient pas de les juger de manière passionnelle, que ce soit pour les condamner ou même pour s'en féliciter, parce que finalement, il est arrivé ce qui devait arriver, et est-ce que l'attitude n'a la plus sage ne serait pas de être indifférent finalement au cours du monde, accepter purement et simplement ce qui se soit produit. Bon, une certaine interprétation de la philosophie de Nietzsche, qui d'ailleurs n'est pas vraiment déterministe, mais qui a, comment dirais-je, oui, il y a ce thème chez Nietzsche de l'amour fati, de l'amour du destin, alors qui est un petit peu problématique dans le sens où, effectivement, la doctrine de Nietzsche n'est pas un déterminisme, mais bon, on pourrait peut-être prendre ce thème-là dans un sens purement moral. Voilà, il faut aimer ce qui nous arrive, il faut accepter ce qui nous arrive. Finalement, on peut accepter enfin, on pourrait défendre ou accepter une sorte de morale de cette espèce, sans être stoïcien le moins du monde, simplement en appartenant à un courant déterministe quelconque, ou voire même, dans le cas de Nietzsche, en n'appartenant pas vraiment à une philosophie déterministe, en ayant juste une sorte de morale qui consiste à dire, voilà, les choses ont eu lieu, ne nous embarrassons pas de jugement ou de réaction morale par rapport à ce qu'il est advenu. Le monde est tel qu'il doit être. Voilà. Ça pourrait être la doctrine de pas mal de courants, où le monde est comme il doit être. Et d'ailleurs, on voit bien à quel point une telle vision du monde voilà, a quelque chose de rationaliste, potentiellement. On peut juger que le Alors, monde est bien fait et s'en satisfaire, on peut juger qu'il n'a pas forcément de sens et essayer de s'en satisfaire aussi, ce serait plutôt la perspective nietzschéenne ou camusienne éventuellement. Euh, mais ça, si tu veux, comme je suis en train de te le montrer, c'est des éléments que tu peux trouver dans d'autres doctrines qui ne sont pas le stoïcisme. Qu'est-ce qu'il y a d'original et de spécifique dans le stoïcisme? Ben, comme j'essaie de le dire un petit peu précédemment, les stoïciens, ils ont inventé cette idée de libre arbitre. Hein, encore une fois, sans avoir inventé le terme, puisque c'est un terme de Saint-Augustin. Mais l'idée est là. Donc l'idée que l'âme est une instance libre qui se contrôle elle-même, qui peut façonner finalement ses propres attitudes, et se libérer de ce qui n'est pas elle et ce qui pourrait la gêner. C'est ça l'élément strictement stoïcien. Le reste, c'est pas spécifiquement stoïcien. Donc si t'es vraiment stoïcien, il faut accepter les deux morceaux. Tu peux pas juste nous dire oui, on peut regarder les choses comme étant, euh, comme étant ce qu'elles sont et s'apaiser par rapport à ça. Deuxièmement, oui, Révisi, je suis d'accord qu'il n'est pas spécifiquement stoïcien, mais c'est une originalité du stoïcisme au sens où ce sont les premiers qui l'ont introduit. Donc c'est pour ça que je dis ce que moi je vais attaquer, c'est ça, et c'est pas l'idée qu'on pourrait voir les choses comme étant déterminées, parce que ça c'est pas une thèse spécifiquement, enfin elle est ni spécifiquement stoïcienne, mais surtout elle est ni spécifiquement quelque chose que j'ai envie d'attaquer ce soir. Je l'attaquerai peut-être une autre fois d'ailleurs. Donc voilà, moi je suis pas vraiment de cet avis-là qu'on aurait cette raison slash volonté slash esprit libre qui pourrait contrôler les choses. Donc j'ai invoqué pour essayer de faire sentir que ça n'avait rien d'évident, voire même que ça devait être faux, des expériences psychologiques qui semblent aller dans le sens inverse de celle où on se sent libre. Mais surtout, toi, tu nous as dit, et ça, je pense pas que ce soit vraiment stoïcien, mais dans ce cas-là, je vais peut-être plus polémiquer avec toi qu'avec les stoïciens. Tu nous as dit, après coup, quand la situation s'est calmée et qu'on y repense, on peut finalement s'apaiser vis-à-vis des réactions qu'on a eues quand on serait amené à les trouver non satisfaisantes. Et en fait, au fond, ce que tu prônes, c'est une doctrine du pardon rétrospectif, dont on peut discuter la qualité ou la non-qualité morale, hein, c'est pas vraiment de ça dont j'ai envie de débattre, mais je pense pas que ce soit exactement ça le stoïcisme. Parce que moi, dans ah, les écrits des stoïciens, il n'est pas dit l'homme peut se maîtriser dans des conditions très spécifiques qui rendent ce contrôle possible. C'est pas ça. Les stoïciens, ils pensent qu'on peut vraiment atteindre un point où on se contrôle parfaitement soi-même. Et je vais en venir pour le démontrer à un thème suivant de l'explication de la philosophie stoïcienne, qui est le thème des exercices spirituels. Parce que chez les stoïciens, la maîtrise de soi s'acquiert. Alors, tu as parlé un petit peu, je crois, déjà de la répétition de l'expérience. Effectivement, les stoïciens, comme Aristote, pensent qu'il y a des vertus qui se cultivent avec l'exercice et l'habitude. On s'habitue à devenir vertueux par l'exercice de la vertu.
On s'habitue à être maître de soi-même en faisant des expériences qui nous préparent à être nous-mêmes, donc des fameux exercices spirituels. Euh, Et donc c'est là où ça n'est pas, comme tu semblais le dire, qu'une affaire de circonstances favorables, où si tu es dans un endroit calme et si tu as prends du recul, tu peux voir les choses différemment et ne pas te juger et te pardonner à toi-même de tes réactions. C'est pas ça le stoïcisme. Le stoïcisme vise à nous dire qu'il est possible d'atteindre un point où on se maîtrise soi-même et pas juste dans des circonstances spécifiques. Pour la personne qui pose la question dans le vocal, non, je n'ai pas dit qu'Aristote était stoïcien, je dis que les stoïciens, comme Aristote, s'accordent à dire que les vertus s'acquièrent par l'habitude et l'expérience. On devient courageux en imitant les gens courageux, ou en faisant des choses qui rendent courageux, ou en s'entraînant à des situations qui développent le courage. Hein, bref, il y a un caractère acquisitif et par l'apprentissage de l'obtention des vertus. Donc on devient graduellement plus moral quand on pratique des activités qui nous rendent plus vertueux. Euh, donc des exercices spirituels et le stoïcien, si c'était seulement un mec dans la rue qui me disait, tu sais, avec notre formation en stoïcisme amélioré de YouTube, tu vas devenir maître de toi-même, tu vas te rapprocher de l'idéal du sage stoïcien. Le sage stoïcien, rappelons-le, j'ai pas la citation mais faites-moi confiance, je l'ai vu, c'est quelqu'un qui est capable de ne pas être déboussolé ou gêné quand on le met dans un tonneau en train de cramer et qu'il brûle. Hein, il est tellement maître de lui-même que ce qui lui arrive ne le gêne pas. Évidemment, les stoïciens disent que ça, c'est l'idéal du sage, un idéal qui est un petit peu une sorte de fiction, idéal régulateur comme chez Kant. Il faudrait aller vers ce modèle sans qu'on puisse réellement l'atteindre. Enfin, en tout cas, c'est censé être la perspective vers laquelle aller. Voire, enfin, c'est un peu ambigu, quelque chose qui pourrait être réalisé chez des individus particulièrement éminents. Donc il y a toute une pratique par les stoïciens d'exercices spirituels. Le thème des exercices spirituels a été travaillé par l'historien de la philosophie antique Pierre Hadot au Collège de France, qui montre que les écoles philosophiques de l'Antiquité ne sont pas seulement des gens qui discutent de problèmes théoriques dans des débats sur les concepts, mais ce sont aussi les philosophes antiques, des gens qui ont un mode de vie spécifique, hein, qui vivent la philosophie comme des gens vivent la vie en communauté de moines. Hein. C'est un mode de vie, la philosophie. Et ça se caractérise dans l'Antiquité par la formation d'écoles où des élèves suivent l'enseignement d'un maître, des élèves ou des philosophes de même niveau vivent ensemble en communauté d'apprentissage, se rencontrent, s'écrivent, etc. Bref, il y a une sorte de fraternité au sein des écoles philosophiques et parfois entre des philosophes d'écoles différentes. Et puis, ce qui fait que c'est un mode de vie et pas simplement un exercice théorique, c'est des exercices spirituels, donc chez les stoïciens, certainement des exercices qui visent à renforcer cette faculté à se maîtriser soi-même. Et si le stoïcien, c'était seulement quelqu'un qui me disait dans la rue, tu sais, grâce à mes techniques, tu vas être plus maître de toi, et la xème fois que tu verras un chien qui t'aboie dessus, ça te fera plus rien, bah, je pourrais discuter d'un point de vue moral si c'est vraiment intéressant de suivre sa formation, si le temps que je vais y mettre vaut le gain que je peux en attendre, et si j'ai vraiment envie de passer X heures de ma journée chaque jour ou chaque semaine à faire des exercices de discipline mentale pour être parfaitement capable de dominer ma peur en cas de réaction surprenante, ou d'autres événements frustrants, parce que je vais pas vous faire la liste des ennuis que j'ai eu aujourd'hui, mais il n'y a pas eu que le chien, bon. Euh, Si c'était que ça, si c'était que de la formation à la discipline mentale, j'aurais pas d'objection théorique à faire à ça. J'aurais peut-être des objections morales du style j'ai pas envie de perdre mon temps, le gain n'en vaut pas la peine, etc. Mais j'aurais pas d'objection de principe. Là où j'attaque la doctrine stoïcienne, c'est pas sur les exercices. Parce que je pense qu'effectivement, il est possible, je serais d'accord avec ça, de devenir plus maître de soi-même par des exercices. Hein, et d'ailleurs, soit dit en passant, je fais une petite extrapolation sur l'ancrage social et politique de la doctrine stoïcienne. J'ai fait une vidéo précédente, effectivement, sur la chaîne, sur le stoïcisme de Sénèque, où je soutenais la thèse un petit peu hypothèse historique, parce que j'ai pas forcément de sources qui le démontrent ou d'historiens qui auraient travaillé le sujet, mais je soutenais quand même que tiens, les stoïciens, ce sont des gens qui se développent dans le contexte de la Rome en républicaine et impériale, plutôt dans les élites, élites masculines, parce que ces gens-là font de la philosophie, mais c'est que des hommes, alors que les épicuriens, par exemple, forment aussi les femmes et les esclaves. C'est des gens qui appartiennent aux élites romaines, et comme par hasard, ils leur enseignent une doctrine centrée sur la maîtrise de soi, la domination des passions, du corps, etc. Là, hein, l'homme classique finalement, là, l'homme qui
domine les événements imperturbables. Si on se centre sur à qui ça peut servir de faire des exercices spirituels centrés sur la maîtrise de soi, bon, on peut voir là ça de façon un peu universaliste et désincarnée, se dire, bah, tout homme aurait besoin de devenir un peu plus un stoïcien parce que la maîtrise de soi, ça peut servir à tout le monde. Mais j'ai quand même un peu l'impression que c'est une doctrine qui est peut-être particulièrement intéressante pour une couche sociale qui serait l'aristocratie militaire romaine, parce que les gens qui sont qui sont confrontés de manière répétée à des situations sociales de stress intense, du style c'est une guerre, tu vas mourir, ils ont peut-être plus besoin que la moyenne des humains de faire l'investissement en temps et en exercice des fameux exercices spirituels en question. Se maîtriser et pas avoir peur, ça sert plus à des gens qui font la guerre ou qui connaissent une situation de danger intense et de panique possible qu'au commun des mortels. Donc je pense qu'il y a une affinité entre une certaine couche sociale aristocratique et politique de la Rome républicaine et impériale et la propagation de cette doctrine. C'est une hypothèse historique, je prétends pas que ce soit démontré. Et d'ailleurs, ça ne prouve rien sur le bien fondé ou pas de la doctrine stoïcienne. Je dis juste que si si le stoïcisme était juste une formation pour la discipline de soi vendue dans la rue comme ça, moi, ça m'intéresserait pas, mais je trouverais peut-être rationnel et normal que quelqu'un qui ferait une activité qui l'expose souvent à des situations de risque, de danger, de stress, etc., pratique ce type-là de discipline parce que c'est plus pertinent pour le type d'activité socio-professionnelle qu'il va pratiquer. Donc ça pourrait ne pas me sembler pertinent pour moi, tout en étant potentiellement pertinent pour quelqu'un d'autre, et donc pas forcément immoral. Mais c'est pas ça que j'attaque quand je critique le stoïcisme, parce qu'encore une fois, moi je conteste pas l'idée que oui, il y a sûrement des exercices mentaux et physiques qui développent la maîtrise de soi, et on peut devenir plus maître de soi par ces techniques, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Il y a plein de traditions religieuses ou autres à travers le monde, bouddhistes ou que sais-je, hein, qui ont développé ce forme de discipline mentale. Je pense pas du tout que ça n'existe pas. Mais c'est pas ça que j'attaque. Moi, ce que j'attaque, c'est le point théorique qui consiste à dire qu'on peut être maître de soi-même, qu'il y a une espèce de faculté d'autodétermination de l'âme par elle-même, bref, le libre arbitre. Parce que, en fait, aucune espèce de développement de la capacité à se maîtriser soi-même prouve qu'il y ait vraiment cette faculté fondamentale de se maîtriser soi-même. Parce que si tu fais des exercices pendant 50 ans pour être plus maître de moi, peut-être qu'au bout je serai plus maître de moi, mais peut-être que je serai plus maître de moi relativement à certains contextes, relativement à certains risques que ces exercices m'ont précisément aidé à faire face ou à rencontrer. Il n'y a peut-être pas de méthode qui marche de façon universelle pour développer une sorte de maîtrise de soi générale et non spécialisée. Peut-être que si on m'habitue à ne plus avoir peur d'attaques de chiens en mettant des screamers tous les jours, au bout d'un moment, je vais avoir un effet d'accoutumance et ne plus avoir peur parce que au CEF, je suis habitué. Mais ça marchera peut-être pas pour autre chose qui pourrait me faire peur, comme les objets qui tombent en pleine nuit ou les grincements de parquet. Ou autre chose, enfin, chacun ses peurs. Vas-y, tu voulais. J'ai une question, Vas-y. ouais, je voulais rebondir parce que, du coup, j'ai noté beaucoup de choses et je vais pas rebondir sur chacune des choses parce qu'on s'est un peu éloigné, j'ai commencé au pardon rétrospectif, donc c'était pas exactement, Hum, heu, c'était pas vraiment ce que je voulais, mettre en exergue, mais bon, passons, on est passé à autre chose. Je voulais revenir surtout sur le fait, que tu disais qu'on pouvait pas se contrôler, que dans le stoïcisme, on pouvait se contrôler en tout temps et que c'était pas, uniquement dans Ben, des si ça conditions dépendait de particulières, conditions, si ça ouais. dépendait de conditions extérieures, alors on pourrait pas dire que on peut se contrôler et que ça dépend que de nous. Ça dépendra des conditions. Bah justement, par rapport à ça, puisque tu as l'air de soutenir du coup que la philosophie stoïcienne, heu, vise un contrôle en toute situation. Oui. Hem, que penses-tu du concept donc des pré-émotions qui est très, central chez Épictète, vis-à-vis des réactions donc émotionnelles involontaires qui se produisent suite à des stimuli externes? Et que selon Épictète, on ne peut pas contrôler et qu'il est, totalement acceptable. Il soutient même, qu'un sage ou un ascète qui aurait des années d'entraînement, et de donc ça, c'est plus Marc Aurèle, hein, qui parlait de la discipline et cetera, du fait que, par la pratique, on pouvait devenir, un meilleur stoïcien. Mais Épictète soutenait que même un sage pourrait être, surpris
et pourrait donc avoir ce genre de pré-émotion. Donc lui, en grec, c'est propateiae. Bon, alors je le prononce peut-être très mal, désolé s'il y a des gens qui font du grec. Mais du coup, ce concept-là, comment il tient si les émotions peuvent être contrôlées en tout temps, du coup? Bah, c'est à toi que je pose la question. C'est-à-dire que moi, j'y crois pas. Bah, justement, en fait, les stoïciens le reconnaissent que, on peut pas se contrôler en tout temps et d'ailleurs, Bah, c'est du pour coup, je ça que repose ma question Épictète. fondamentale. Qu'est-ce qu'on peut contrôler si telle exception, le stoïcisme ne dit pas vraiment ça, telle exception, il porte sur quoi ce Alors, contrôle le rationnel de l'âme par elle-même? ce contrôle, Parce que tu rationnel, as alors de parlé l'âme des par elle-même. représentations. Alors, je vais peut-être m'attarder un peu plus sur ce point, ça va nous sortir un peu du thème de l'émotionnalité. Là, tu as parlé des jugements ou des représentations. Quand C'est je ça, vais... c'est surtout des jugements Oui, alors en oui, fait, je peux contrôler l'interprétation que j'ai de mon expérience, quand même, je pourrais pas contrôler ma peur. C'est ça que tu veux nous dire. c'est ça. Ouais, et ben, comment dire? C'est pas du tout évident. Je vais reprendre deux exemples, en commençant par celui du chien. Donc, quand je me mets à hurler dans les rues parce que j'ai peur, je peux pas en être totalement sûr. Après tout, c'est ma propre expérience subjective et tout ça est assez flou et faut d'ailleurs a posteriori peut-être faire plusieurs interprétations de la situation. Mais bon, je vais en faire une qui est pas forcément plus absurde qu'une autre. Moi, j'ai quand même l'impression que je me mets à reculer, à avoir les bras devant moi et à crier avant d'avoir un avis sur ce qui se passe. Alors peut-être que pas totalement avant d'avoir entendu du bruit et encore, enfin, tout ça va tellement vite que dans quel ordre les choses se passent, c'est difficile à simplement cerner. Mais je pourrais très bien, et je vais donner des arguments qui vont dans ce sens-là, se pourrait très bien que dans mon cas individuel et dans toutes sortes de cas, etc., en fait, j'ai pas du tout de contrôle sur mon interprétation de l'expérience. Je sais pas ce qui se passe en fait. J'ai même pas vraiment d'interprétation de l'expérience, si c'est quelque chose de super général, du style ça va pas, où il y a un danger. Et je vois pas d'ailleurs très bien ce que ça pourrait être de dire que j'ai une liberté de pas interpréter la situation comme un danger. Enfin, Bien sûr, ouais. voilà. Donc, Bah, attends, c'est j'ai alors pas fini. sur, Donc, pardon, je pardon. contrôle pas mon jugement ou mon interprétation de ce qui se passe, ça me tombe dessus. Euh, Et d'ailleurs, c'est pas improbable que dans une situation très similaire, où j'aurais été, je sais pas moi, beaucoup plus vigilant à mon environnement et où j'aurais vu le chien d'avance, par exemple, avant qu'il m'aboie dessus, etc. Bon, ça aurait pas été vraiment la même situation. Donc, on peut pas comparer ce qui est pas comparable. Bon, genre, je retire ce que j'ai dit. Enfin, bon, moi, ce que je voudrais attaquer là, donc, c'est la thèse de cette capacité de contrôle de l'interprétation de l'expérience, qui me semble tout à fait douteuse. Par exemple, je pourrais te faire toutes sortes de suggestions culturalistes. Je pourrais te dire, est-ce que mon interprétation de l'expérience n'est pas façonnée par ma culture, mon histoire, pour certains, aborigènes d'Océanie, des cargos qui volent dans le ciel, ça pourrait être des messages divins, alors qu'en fait, pour un occidental moderne, des avions qui volent dans le ciel, des avions cargo, c'est pas un message divin. Bon. Donc est-ce que mon interprétation ne dépend pas de plein de choses que je contrôle pas et donc quelle est la part qui, soi-disant, me reviendrait dans le contrôle? Et puis autre exemple que en fait parler d'une interprétation de l'expérience comme étant autre chose que postérieure au moment où ce serait intéressant de pouvoir contrôler la situation semble problématique. Et là, je vais introduire l'exemple dont j'avais discuté précédemment avec Parcas de, comment on appelle ça? Non, je voulais introduire dans la discussion. Euh, J'avais noté à côté. Les réflexes de retrait. Les réflexes de retrait, dit aussi réflexe spinal ou réflexe de flexion en psychophysiologie ou que sais-je de. Alors, oui, c'est ça, en physiologie de la perception de la douleur. Euh, La science contemporaine, semble-t-il, a montré que la représentation que nous avons de notre expérience courante d'une réaction face à la douleur n'est pas celle qu'on interprète couramment ou spontanément. Notre interprétation normale de la situation, c'est que une personne retire sa main du feu ou d'un objet brûlant quelconque parce qu'elle a eu mal. Donc la douleur serait la cause de son mouvement, il y aurait douleur slash retrait de la main. Flèche retrait de la main. Et la psychologie contemporaine a montré, semble-t-il, que ce qui se passe réellement, c'est une action réflexe où la conscience de la douleur est postérieure au geste de retrait
il n'est pas, voilà, il y a pas de conscience pilotant le corps et de rationalité qui gouverne le fait que je retire ma main du feu. On retire sa main du feu avant même d'avoir mal, en fait. On nous montre la psychologie en montrant que c'est pas les mêmes chaînes de réseaux synaptiques qui sont activées, que ça passe pas par la conscience et que ça se passe à des vitesses de temps qui se comptent en millisecondes, qui sont tout à fait voilà, en dehors de tout ce qui relèverait d'une délibération ou autre. Donc, il y a au minimum une grosse zone de notre vie morale qui est en dehors même de la possibilité de ce que c'est de décrire le stoïcisme, à savoir la zone interprétation de l'expérience. Quand la personne retire sa main du feu, ça semble, enfin, je vois pas quel serait le sens de dire qu'elle peut interpréter le feu comme étant autre chose qu'un objet brûlant qu'il faut, dont il faut retirer sa main. Alors après, on pourrait dire que c'est acquis et qu'à un stade avant qu'elle ait acquis la conscience que c'est dangereux, elle le ferait pas, etc. Mais du coup, elle est toujours pas libre de retirer sa main du feu. C'est-à-dire que l'enfant qui sait pas que c'est brûlant et que c'est dangereux, il est pas libre d'éviter d'être brûlé, quoi. Enfin, lui va forcément être brûlé, etc. Bon. Donc, on n'est pas vraiment libre face à l'interprétation de l'expérience. D'ailleurs, en fait, il y a des cas, hein, semble-t-il, où quand on agit, on n'interprète pas vraiment ce qui se passe avant d'avoir agi, en fait. C'est on agit, puis on donne à ce qu'on a fait une interprétation, un sens. Et ça me semble contredire le modèle stoïcien. Et plus notre vie mentale globale ressemble à ce type-là de situation, moins ça a un sens de dire qu'on possède une quelconque liberté fondamentale, rationnelle, ou quelque chose de cet ordre. Donc, est-ce que toi, tu penses qu'il y a des cas qui fonctionnent pas sur ce modèle et que on est au moins libre dans certains cas possibles? Alors du coup, c'était, bah, La sur ce liberté point précis, il y d'interprétation, a la liberté de décider comment on réagit à la situation. oui, donc je vais reprendre du cas que tu as évoqué au tout début, donc sur la situation, l'exemple que tu avais donné, avec le chien. Hem, donc effectivement, tu as pas, vraiment le temps d'analyser quoi que ce soit, au moment où l'action se produit. Heu et pourtant tu as, donc une fois que l'action s'est produite, tu as formulé un jugement donc sur toi-même, sur la réaction que tu as eue, heu, qui, a évolué par la suite et donc toi ce que tu me dis c'est que, au moment où, et donc arrête-moi si je me trompe, au moment où l'action s'est produite, tu ne pouvais pas formuler de jugement, c'est exact? Ah bah oui, c'est-à-dire que C'est ce que tu de jugement moral du D'accord. style c'est honteux d'agir comme ça. C'est-à-dire que quand je me mets à côté pour me protéger et que je me dis déjà j'essaie de comprendre ce qui se passe et au bout d'un moment je me dis ah putain c'est un chien, etc. Toute cette phase-là, il n'y a pas de réaction émotionnelle de honte où je fais un jugement moral sur soi-même. Voilà, J'ai pas le temps de penser à ça d'ailleurs, hein. Enfin, bien sûr, on n'a pas voilà. en fait c'est ça, c'est l'idée que si on peut pas réfléchir, bah, déjà on peut pas commencer à Bah, juger je une réfléchis à action. toutes sortes de Donc choses, mais pas à ça. Donc du coup, du coup, je comprends pas en quoi, par exemple, c'est une contradiction, parce qu'après on a un peu digressé, mais du coup, je comprends pas en quoi c'est une contradiction puisque, on n'est pas dans le temps de la réflexion, on est le temps de l'action. Un peu comme dans l'idée, avec le fait de retirer sa main du feu avant d'avoir mal, on est dans des réflexes, on est dans des, donc, heu, dans des choses qui sont acquises par la mémoire. On se souvient, Ben, les antérieurement qu'on stoïciens a eu une douleur. prônent qu'on peut parvenir à se contrôler soi-même, ils prônent pas qu'on peut parvenir à se contrôler soi-même dans des circonstances très délimitées qui seraient les moments où on délibère au calme. Parce que ça, c'est une toute petite partie de notre vie globale quand même. C'est pas ça qu'ils prônent. Bien, c'est pas ça qu'ils prônent. Donc ils prônent ils prôneraient qu'on pourrait être, en tout temps et tout lieu, maître de nous-mêmes. Ben, idéalement oui, mais en tout cas, quand bien on n'arriverait pas jusqu'à ce point maximum, ils prônent qu'on peut être maître de nous-mêmes pendant plus de temps que la simple délibération au calme, parce que sinon ce serait un thème qui serait très présent dans leurs écrits et dont on finirait par ne plus très bien comprendre le sens, parce que quel serait le sens de nous dire développe tes exercices spirituels, apprends à te maîtriser, comme ça quand tu seras au calme et que tu n'auras pas de difficulté, tu pourras agir de manière rationnelle. Ça n'aurait pas vraiment de sens comme morale, tu vois. Alors je donne un exemple parce que je pense que cet exemple, répondrait à la question que tu te poses, quel est le sens de tout ça? Eh bien, par exemple, sur, le 1er jugement que tu t'es fait,
a posteriori, une fois que l'action s'est produite, c'est un sentiment de honte. Moi, il m'est déjà arrivé des événements similaires où, j'ai agi de manière, on va dire socialement, ridicule Oui, oui. et pourtant je n'ai jamais eu de honte. Alors je l'ai déjà eu par le passé, plus récemment, bon, je suis tombé dans la rue en j'ai trébuché sur un poteau et je me suis étalé, devant, de dev devant la rue où il y avait des gens qui passaient et cetera et j'ai rigolé. En fait, j'ai rigolé de moi-même et je n'ai pas eu de sentiment de honte et donc la question de l'entraînement, à quoi ça sert et cetera, on ça vient changer en fait la perception qu'on a de ce qui nous arrive, de la même manière que si un stoïcien alors je dis pas que c'est possible, pour moi, mais si un stoïcien, de la vieille école, on lui annonce que sa mère est décédée, il dirait: «Bon, bah, c'est la vie, c'est ce qui Mhm, devait tout à arriver, fait, je ne oui. peux rien y changer». En fait, ça vient par l'entraînement et par la pratique, donc c'est à ça que ça sert. Si ça peut répondre à ta question, l'intérêt, c'est d'acquérir des réflexes, pas des réflexes vraiment, mais de métamorphoser, profondément la façon, dont on prend les choses, de manière à ce que ça ne soit plus un effort intellectuel, comme toi tu as eu, c'est-à-dire d'abord d'avoir la honte et après de dire: «Bon, bah, finalement, j'avais pas à avoir honte de ça». Pour donner un exemple très précis dans le stoïcisme, donc il y a le philosophe donc Chrysippe, Chrysippe, oui, le j'espère que je le fondateur de prononce l'école bien. stoïcienne, je crois. Ouais. C'est ça, Enfin, c'est peut-être pas le fondateur, il y a Zénon de Crète qui a pris le ouais, c'est le fondateur. fondateur, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Un autre stoïcien. donc avec son image donc du cylindre et du cône, donc pour ceux qui connaissent pas très bien, donc en fait, c'est l'idée que le cône et le cylindre sont 2 personnes totalement différentes, totalement distinctes, qui vont réagir à un stimuli, semblable, c'est-à-dire à une pression qu'on va appliquer sur le cône, admettons, sur le solide, donc admettons des cylindres et des cônes de même longueur. À peu près au même endroit, on applique la même pression et le cône et le cylindre ne vont pas rouler de la même façon sur la table. En fait, la forme du cylindre, ça représente en fait l'essence, de l'objet, Ça la représente façon l'âme dans dont des psychologies différentes. voilà, alors il y a une interprétation un peu plus moderne, parce que le stoïcisme, hein, comme toutes les doctrines, évolue aussi. Heu, je ne vais pas non plus, me porter garant de la vision antique parce qu'il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas en accord. Je vais plus parler du point de vue stoïcien moderne. Donc cette allégorie, elle fonctionne quand même puisqu'en fait, notre façon de prendre les choses, ça va être la forme qu'on donne donc à notre objet et en fonction de comment on décide que notre corps doit réagir, que notre esprit doit réagir aux choses qui nous arrivent, on réagira d'une façon différente de quelqu'un qui n'est pas stoïcien. Donc c'est plus sur ce côté-là que je voulais, quand même souligner, heu, l'intérêt du stoïcisme, hein. Donc par exemple pour ta situation, ça aurait été, que tu n'aurais même pas eu de sentiment de honte et donc tu n'aurais pas eu de sentiment négatif par rapport à ce qui t'est arrivé. Alors là, bien sûr, c'est ridicule, c'est trivial et ça t'est passé, j'imagine rapidement. Mais on peut imaginer que sur des événements qui sont beaucoup plus marquants pour les hommes, les événements peuvent avoir des conséquences, un peu plus terribles, des dépressions, dans les pires cas, des suicides et l'idée d'avoir cet esprit affûté, heu, pour, faire face à ces situations-là, c'est, l'intérêt du stoïcisme à mon sens. Même si je suis d'accord avec toi, hein, la vision antique, heu, est peut-être pas parfaite. Il y a certainement des choses à redire, mais sur les adaptations qu'on peut faire, dans le monde contemporain et dans l'utilisation qu'on peut en avoir, heu, ça reste quand même une doctrine, assez solide et je pense qui aide beaucoup de gens au quotidien. Mais ça reste, ma vision personnelle. Le fait qu'une doctrine aide les gens ou que ça les aide à se sentir mieux, ça nous dit rien de sa vérité intrinsèque. Donc moi, je vais pas vraiment attaquer. Je ferai la même chose avec la religion finalement, hein. Il y a des gens qui croient en Dieu et peut-être ça leur fait du bien. Moi, je pense même pas en fait que des croyances fausses puissent avoir de bonnes conséquences ou alors si ça arrivait, ça me semblerait tout à fait quelque chose d'exceptionnel. Je vois vraiment pas de façon générale comment des croyances fausses peuvent avoir de bonnes conséquences durables, quoi. Même si c'était les faux et que j'avais tort sur ce point, je pense qu'il faut quand même chercher la vérité plutôt que ce qui serait réconfortant ou confortable. Enfin, voilà. Bon. Donc, bon.
j'ai pas très bien compris finalement qu'est-ce que contrôle l'âme ou la volonté du stoïcien. Si c'est ni les stimuli extérieurs, puisqu'évidemment il ne demande pas de nous, si c'est ni les émotions, puisqu'on peut pas ne pas avoir peur, si c'est ni l'interprétation de l'expérience, puisque bah, des fois on fait pas du tout d'interprétation de l'expérience, et puis des fois on voit pas comment on pourrait en faire une autre que celle qu'on a, et tu me l'as accordé sur l'exemple du chien, voilà, je peux pas ne pas le percevoir comme un danger. Alors je repose ma question, qu'est-ce qu'on contrôle en fait? Si c'est après coup qu'on peut donner tel ou tel sens à notre expérience, bah, moi je te dis pas qu'on peut pas donner du sens à notre expérience après coup, et même d'ailleurs dans des conditions qui sont pas celles d'une délibération paisible, hein, je peux après coup très vite me persuader Mmh. que ce chien était un agent de Satan, hein, toujours sous le coup d'une émotion, ou arriver à cette conclusion, alors ça serait quand même peut-être moins probable, mais je pourrais même arriver à cette conclusion après une délibération à tête reposée plus tard, hein, parce qu'en fait, mon interprétation de ce qui est arrivé, quand j'interprète a posteriori ce qui m'est arrivé, je l'interprète en fonction de mes croyances. Et est-ce que ça Mmh. a vraiment du sens de dire que je suis libre d'avoir les croyances que j'ai? Ne sont-elles pas Eh le eh bien, fruit de mon environnement, de ma société, de ce qui est disponible comme croyance à l'époque? Si je vivais dans 2000 ans, j'aurais des croyances disponibles qui seraient peut-être bien plus intéressantes en matière de science parce qu'on aurait 2000 ans de progrès scientifique, peut-être de plus. Mais je les ai pas. Donc, qu'est-ce qu'on contrôle? Sur quoi porte notre liberté si c'est ni d'avoir des émotions, ni d'avoir des croyances ou des interprétations? alors je partage pas, totalement ton avis sur un des points que tu as évoqués, c'est-à-dire, Mhm. tu dis que, par exemple, on n'est pas, heu, Libre. on n'est pas dans le contrôle de la façon dont on interprète les choses à certains moments. Et tu parles, par exemple, de quand on subit l'action, on n'est pas libre d'interpréter l'action qui nous arrive. C'est ce que Mais même plus tu tard, hein, même quand je vais y repenser dans oui. des conditions Ah! calmes, je vais l'interpréter en fonction de ma culture, mes croyances antécédentes. Je vais essayer de limiter les contradictions logiques et pas donner à mon Mmh, événement. Je vais pas penser que c'est un agent ça de Satan, le chien, parce que je crois pas à Satan, donc je vais essayer d'avoir des croyances logiques. Je ne suis pas libre de ne pas avoir des croyances qui seraient illogiques, ou en tout cas pas de manière totalement délibérée. Enfin, tu vois, où est le contrôle ça là-dedans? ça, je suis moyennement d'accord. Après, Vas-y. j'ai peut-être pas le bagage philosophique pour réfuter complètement cette affirmation. Mais, en tout cas, a priori, et même si, l'empirisme n'a pas vraiment n'est pas vraiment un argument de poids, dans cette discussion. J'ai pas l'impression, non, que je sois autodéterminé heu, à visualiser la façon, dont j'interprète les choses. Hem, D'ailleurs, il y a souvent des conflits internes, et ces conflits sont l'émanation même du fait qu'on n'est pas prédéterminé à penser quelque chose. Parce que si j'étais prédéterminé à penser, que si tel événement Mais arrive, pourtant, alors je les dois penser stoïciens comme sont ça, déterministes. les stoïciens sont effectivement déterministes, Eh oui. mais, en fait, c'est pas vraiment du déterminisme total, c'est en fait C'est ça le une sorte de problème. compatibilisme. Déterminisme et libre C'est arbitre. ça. Comment peut-on concilier Non, ça, mais c'est hein? non, non, mais c'est un con bah, ça s'appelle le compatibilisme. Oui, C'est, bien sûr. tout simplement le voilà. Donc, c'est cette Hein, idée-là qu'en fait, s'il y avait pas, bah, après, c'est une position. C'est que si tout était prédéterminé, il n'y aurait pas de conflit interne sur la façon dont on pose notre jugement, et pourtant, on constate que dans la vie de tous les jours, on est des fois en contradiction avec nos croyances sur, la façon dont on doit interpréter quelque chose. Par exemple: «Oh, socialement, c'était ridicule de me comporter comme ça», et pourtant, on se dit: «Oui, mais quelque part, heu, est-ce que c'était vraiment si irrationnel que ça?» Et en fait, là, c'est le travail de la raison. Alors, je vais, pas digresser là-dessus, puisqu'il y a un point qui est un peu plus central et qui répondra directement à ta question, que tu as évoqué, précédemment, qui était le fait que dans l'action, heu, on n'est pas, capable, d'interpréter, on n'est pas libre, en fait. Mais j'ai envie de retourner à la question, mais quel aurait l'intérêt d'être capable d'interpréter, une situation dans un moment où on est dans l'action? C'est-à-dire, dans l'action, on n'a pas besoin de réfléchir, on a besoin d'agir. C'est tout simplement pour notre survie. S'il nous arrive un danger, une situation et cetera,
on est on est présupposé d'abord agir et après réfléchir. C'est un peu paradoxal, mais ça s'appelle des réflexes, c'est totalement naturel et c'est normal. Justement, ça serait contre-productif de réfléchir dans ces moments-là, parce que ça nous mettrait en danger, à mon sens. Après je sais pas ce que tu en penses? Non, mais je suis pas en désaccord là-dessus, mais tu as plein de circonstances où l'action elle va être interrompue par des éléments de réflexion plus ou moins rapides selon un processus, ça se renouvelle continuellement. C'est-à-dire, quand tu es occupé à une tâche plus ou moins répétitive quelconque, il y a des moments où tu réfléchis, il y a des moments où tu agis, et tout ça est un continuum en fait. On peut atomiser le truc et dire que là, à telle nanoseconde, c'est tel élément qui prédomine sur l'autre, mais euh, il y a plein de moments où action-réflexion s'enchaînent de façon continue, en fait. C'est vrai. Ouais, ouais. Heu, Ensuite, pour répondre à ton argument, on peut pas être prédéterminé. Moi, dans ce débat, je ne suis pas sur une position pro-déterministe. Je suis sur une position anti-libre arbitre et j'ai bien expliqué au début de la vidéo que c'était deux attitudes bien sûr. distinctes. Euh, Tu nous dis, on peut pas être déterminé à une action parce qu'il y a des conflits psychiques où il y a des moments où justement on délibère, on est incertain, on pèse le pour et le contre, etc. Mais l'existence de conflits ne prouve pas que le résultat n'est pas joué d'avance. Alors là, je vais me poser pour l'intérêt du débat dans une position qui serait déterministe que je défends pas, mais dans la nature, par exemple, tu peux voir des forces qui s'affrontent. L'existence de forces qui s'affrontent n'implique pas que le résultat n'était pas joué d'avance parce qu'il devait arriver que l'une des forces finisse par terrasser l'autre. Je sais pas moi, tu prends le vent qui est en train de réduire l'intensité d'un feu de forêt et le feu de forêt qui brûle la forêt, bah, le fait que le vent va triompher du feu de forêt ou l'inverse, euh, enfin, je suis pas déterministe, mais on pourrait Ah bien sûr, un oui, déterministe je pourrait suis dire d'accord, le résultat il est écrit d'avance alors qu'il y a deux forces qui s'affrontent. Alors pourquoi ce qui serait vrai de la nature inorganique et non consciente ne serait pas vrai aussi du psychisme, et ce a mmh, fortiori quand on admet une position naturaliste, c'est-à-dire celle des stoïciens par exemple, qui ne croient pas que l'âme ce serait un truc surnaturel et totalement différent, mais quand même un petit peu, puisque à la différence du reste de la nature, elle a une faculté d'autodétermination. C'est ça qui la rend un peu quand même un statut un peu étrange. Donc voilà, l'existence de conflits psychiques ne prouve pas que le résultat ne devait pas de toute façon se produire. oui. Ça serait un Alors argument je suis qui. d'accord, Mais voilà, bon, je donc suis d'accord avec c'est toi, pas un bon argument. Donc, mais vas-y, je me suis mal exprimé. vas-y. Je peux clarifier ce point Pourquoi la rapidement? délibération ou Alors l'existence de la libération serait un argument pro libre arbitre du coup? alors, quand je vous parlais de ces conflits-là, je ne voulais pas dire il n'y avait pas une issue prédéterminée par tout un tas de causes. Je dis juste que la façon dont on a d'agencer son esprit, c'est l'une des causes qui va prédéterminer la résultante de l'interprétation de ce qui nous arrive. Oui, c'est Donc évident, mais un effectivement, déterministe peut dire ça mais aussi. Il peut te dire, si j'apprends la logique, je vais raisonner de manière plus logique, et du coup le résultat sera plus logique que si je devais pas une personne qui maîtrise bien la logique. Oui, bah, alors, l'argument sur l'âme, donc parce que j'ai vu que ta critique était, surtout là-dessus. Alors je sais, j'étais pas du tout au fait, de cette, c'est quoi? C'est l'unicité de l'âme, c'est ça? Non, que l'âme se s'autodétermine, c'est ça? l'autodétermination. Oui, 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 c'est ça, hein. Alors C'est ça qui fait qu'elle je est suis pas, libre, c'est ça qui fait que elle a un statut central et particulier dans cette doctrine. L'âme slash la volonté, hein. Enfin, il y a une instance dans la psyché qui est libre. Libre, ça veut bien dire que elle est la cause radicale hein, de ce qui se produit. ouais, oui, bien sûr. Bah, l'âme est libre, ça me parle pas. Est-ce que tu pourrais, rappeler, bah, à moi-même et aux auditeurs, l'âme dans le stoïcisme, c'est, tu avais Bah, parlé l'âme, c'est un brièvement en début de corps, enfin vidéo, c'est hein? la pneuma, quoi, hein, donc Ouais. c'est la forme du corps vivant. Ça, tu en avais parlé de la forme, mais qu'est-ce qu'elle représente, spirituellement, en fait? Qu'est-ce que ça serait? Ça serait notre conscience? Ça serait, heu,
ça serait quoi au juste? Comment on pourrait l'interpréter pour un stoïcien? Qu'est-ce que c'est finalement l'âme? Qu'est-ce que ça représente au-delà de son caractère matériel? Bah, c'est ce qui donne à la personnalité son identité, hein. On est telle personne parce qu'il y a une certaine forme qui nous est donnée par cette âme slash pneuma. C'est ce qui fait que la personne a une conscience, c'est ce qui fait que la personne a des émotions possibles, enfin qu'elle peut être un support d'émotions, c'est ce qui fait qu'elle peut avoir une volonté. Voilà, c'est même du psychisme Ah, finalement. déjà, tu vois, il y a alors je suis pas là, moi je suis stoïcien, donc j'étais pas parti pour en faire la critique, mais j'ai regardé un peu vite fait sur internet, par exemple animer le corps, donc l'âme aurait Oui, comme fonction de animer le corps, oui. mais ça semble un peu, ça c'est pas possible, hein, parce que, par exemple, il y a si on me frappe avec le marteau, sur le genou et par réflexe je vais lever la jambe, on est bien d'accord que ce n'est pas la décision de mon âme n'a pas choisi, de lever ma jambe toute seule, c'est bien, Ouais, tu nous as l'âme de dit tout à quelqu'un l'heure d'autre qui en tapant, tu nous as dit tout à l'heure que on n'était pas absolument indépendant de toute cause, hein, que les stoïciens disaient bien que on a certaines réactions qui sont influencées ou déterminées par le corps. Et ça, je pense que personne ne soutient l'inverse dans toute l'histoire de la pensée humaine. Enfin, si, les gens qui nient toute forme de communication entre les substances, entre l'âme et le corps vont dire que si on te frappe avec un marteau, il se passe rien pour l'âme, par exemple. Enfin, bon. Mais oui, mais du coup, ça vient contrevenir à cette, définition que tu donnais de l'âme qui s'autodétermine Mais en elle-même fait, et qui est libre le fait de qu'elle soit capable de s'autodéterminer ne veut pas dire qu'elle est complètement à l'abri d'influences extérieures. d'accord, OK, Et ouais, voilà, OK. c'est Ouais. précisément, moi, si tu veux, c'est pas le fait qu'elle soit en communication et que le corps influence l'âme, c'est évidemment pas ça qui me dérange, moi je suis matérialiste. Ce que j'attaque, c'est l'autre partie, c'est la partie, et en plus de tout ça, elle peut s'autodéterminer. Où il y a des moments où, enfin voilà, elle a une puissance propre, hein, qui ne vient pas d'une causalité extérieure quelconque, qui peut dompter les circonstances. Cette croyance-là, moi, me semble très mystérieuse et très peu démontrée. Oui, bah, c'est un débat assez thématique quand même cette, critique du libre arbitre un peu, j'ai l'impression, mais encore une fois, peut-être que je me trompe, hein, j'ai probablement pas autant lu que toi sur le sujet, mais c'est vrai que j'ai jamais eu vraiment l'impression que le libre arbitre défendu dans le stoïcisme, c'était un libre arbitre total. J'ai jamais donc pour moi la Bah, attends, je te lis contradiction, un extrait du elle livre, aurait je te lis un extrait du livre de André-Jean ouais? Volk, L'idée de volonté chez les stoïciens, édition PUF 1973. Euh, Bien avant les stoïciens, certains philosophes auxquels Aristote fait allusion dans son exposé De Anima, donc le livre d'Aristote sur l'âme, définissaient l'âme comme ce qui se meut soi-même. Bon, les stoïciens reprennent cette idée, hein. L'âme se meut elle-même par opposition au reste du corps qui est mis en mouvement par l'âme, qui est matériel, qui lui ne se déplace pas par lui-même. Déjà, il y a une sorte de différence de statut dans la nature. Il y a des corps qui se déplacent pas par eux-mêmes, les corps physiques, semble-t-il. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont après inventer l'idée qu'il y a une âme du monde qui met en mouvement le monde, parce que les corps physiques tout seuls ne bougent pas. Le corps, c'est pareil, le corps il est mis en mouvement par la pneuma. L'âme meut le corps. Donc, dans la nature, il y a deux sortes de corps, il y a les corps actifs et les corps passifs. Bon, pourquoi pas? Moi, je pense pas, mais je pense que c'est pas matérialiste de diviser la nature en deux blocs comme ça. Mais bon. Euh, et alors, l'âme, chez les stoïciens, je cite, l'affirmation que l'âme tient d'elle-même son propre mouvement revêt une portée anthropologique, et il met en parenthèse comme c'était le cas chez Platon. L'âme se soustrait à l'emprise du monde extérieur et se détermine elle-même. Les mouvements qui se produisent en elle sont des transformations dont elle est elle-même l'auteur. Donc c'est cette idée-là centrale, alors qui n'est pas totalement originale, semble-t-il, effectivement, puisqu'on nous dit qu'il y a aussi cette idée-là chez Platon. Mais chez Platon, ça se comprend entre guillemets mieux parce que l'âme, elle est immatérielle. Donc le fait qu'elle soit une sorte de force autonome, radicalement indépendante, ça vient de son statut ontologique qui est un statut séparé. Elle n'est pas matérielle, elle est autre, elle est supérieure. Chez les stoïciens, c'est moins excusable d'un certain côté, parce que comment donc cette âme, elle aurait cette faculté d'autodétermination
alors qu'elle est dans le corps et qu'elle est dans un monde lui-même totalement déterministe. C'est une sorte d'exception au déterminisme général, donc c'est presque plus choquant dans le stoïcisme en fait. Tout est déterminé, mais pas l'âme. L'âme, elle s'autodétermine. Ouais, Étrange, ouais, ouais, étrange quand même. effectivement. Ouais, étrange. Je suis pas totalement d'accord avec, effectivement, avec, Et oui, certaines, une ontologie préconceptions, assez spéciale. mais comme disait donc, un de nos auditeurs, tout à l'heure, hein, je pense qu'on peut prendre, alors prendre une partie, pas forcément celle qui nous arrange, mais en tout cas, prendre, les 3/4 ou les 90 À qui condition de le nous justifier. intéressent et rejeter effectivement, parce que ça reste quand même Eh oui, mais comme je une l'ai dit tout à philosophie. l'heure, c'est quand même un point assez central, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que faut faire des efforts sur soi. Et, enfin, c'est une thèse centrale du stoïcisme. Si on n'admet pas cette thèse-là, on n'est pas stoïcien. On est autre chose, tu vois. C'est, Si on n'admet pas cette thèse-là, comment pourra-t-on dire, alors j'ai pas l'auteur, mais j'avais choisi cette citation pour illustrer la vidéo, comment pourra-t-on dire que l'intelligence libre de passion est une citadelle? c'est de qui ça? J'ai pas l'auteur. Intelligence. Enfin, cette métaphore de la Intelligence. citadelle, elle est aussi utilisée, d'ailleurs, Pierre Hadot, dans son livre sur Marc Aurèle, a titré La citadelle intérieure, je crois, enfin quelque chose comme ça. OK. Hem, je sais pas, c'est pas forcément des questions auxquelles je me suis préparé, mais je pense que j'y réfléchirai, parce que c'est assez intéressant. J'avais pas trop abordé ce thème-là. Bah Hem, oui, parce que la morale stoïcienne, elle découle d'une représentation des principes qui régissent la réalité, d'une ontologie, hein, si on veut employer, ou d'une métaphysique, si on veut employer des mots un peu savants. Dans les principes du réel, il y a la pneuma. La pneuma, elle est naturelle sans être corporelle au même titre que la matière. Et contrairement à la matière qui est mue, elle, la pneuma, elle s'autodétermine. Ce qui l'apparente un petit peu, voilà, à des entités, en gros à Dieu chez Aristote, ou à des entités qui ont une sorte de primat dans l'ordre de l'activité, dans l'ordre de ce qui est fondamental dans le réel, quoi. Un peu au-dessus du reste, d'une certaine façon, quand même. Il y a l'actif et il y a le passif, quoi. Il y a une hiérarchie OK. aussi, il y a une hiérarchie aussi de. Souvent c'est redoublé, souvent il y a une hiérarchie un peu au sein du corps et puis il y a une hiérarchie au sein de l'âme. C'est-à-dire qu'après avoir découpé le corps en plusieurs parties, on va découper l'âme en plusieurs parties et un peu comme chez Platon, il y a la partie supérieure de l'âme est elle-même supérieure aux parties inférieures. Et voilà, il y a des schèmes hiérarchiques comme ça dans ces représentations de l'esprit. OK. Tu sais que chez Platon, par Bah, exemple, il y a une âme rationnelle qui est censée commander aux passions, par exemple. C'est déjà un thème très stoïcien, finalement. alors, c'est exact. Bah écoute, je te remercie beaucoup, Wells. Je trouve que tu as très bien joué ton rôle. J'étais surpris de savoir que tu étais à ce point adepte du stoïcisme, mais c'était très intéressant d'en discuter avec toi. Tu as bien défendu Bah, écoute, ta je position. merci également, c'était très intéressant et j'ai appris quelque chose, ouais, ça me pousse, ça me fait pousser ma réflexion un peu plus loin. Et c'est Je me formidable. coucherai moins bête. C'est formidable. Exactement, c'est C'est ça. tout ce qu'on souhaite, c'est tout l'intérêt de la discussion philosophique ou démocratique. Donc on remercie chaleureusement Wells et on souhaite que nos auditeurs nous retrouvent prochainement sur le serveur de la Cité Libre pour de nouvelles soirées débats. Merci à tous.